Europe 1. Le journal de 8h présenté par Charles Huillier. Bonjour Charles. Bonjour Lionel, bonjour à tous. On l'a appris cette nuit, quelques dizaines de roquettes ont été tirées sur le nord d'Israël. Ce n'est peut-être qu'un début, le pire est à craindre. Dans la région, la communauté internationale multiplie les efforts. Le but, éviter un embrasement et minimiser la riposte promise par l'Iran et le Hezbollah. Dans l'attente, Israël est toujours en état d'alerte. Ariane Ménage, bonjour. Vous êtes la correspondante d'Europe 1 à Tel Aviv. L'armée israélienne dit être prête à tous les scénarios et c'est celui d'une riposte massive qui semble être privilégiée. Oui, une riposte massive et potentiellement menée de façon simultanée par l'Iran et ses alliés dans la région, le Hezbollah au Liban, les Houthis au Yémen, le Hamas à Gaza ou encore les milices chiites pro-Iran en Irak. Israël se prépare donc à des attaques sur plusieurs fronts et ce évidemment en très étroite coopération avec les États-Unis à la tête d'une coalition internationale. Washington a d'ores et déjà renforcé son dispositif militaire au Proche-Orient et ce lundi, le chef du commandement central américain dans la région doit en Israël achever ses préparatifs. Alors pendant ce temps, la population israélienne reste dans l'attente, partagée entre inquiétude et résignation. À ce stade, les Israéliens sont appelés à la vigilance, mais ils n'ont reçu aucune consigne de sécurité additionnelle. Ariane Ménage, correspondante d'Europe 1 en Israël. Voilà maintenant une semaine que des heurts et des émeutes ont débuté en Angleterre. Oui, lundi dernier, pour rappel, 3 fillettes ont été tuées dans le nord-ouest du pays, tuées par un mineur de 17 ans dont la famille est originaire de Rwanda. Depuis, des manifestations anti-immigration éclatent dans plusieurs grandes villes et l'inculpation de ce mis en cause n'a pas calmé les tensions. Rien que ce week-end, 150 arrestations et des dizaines de blessés parmi les forces de l'ordre. Bonjour Sarah Menaille. Bonjour Charles. Vous êtes la correspondante d'Europe 1 en Angleterre. Les autorités sont sur le qui-vive. Le calme ne reviendra pas de sitôt et la tension reste à son niveau maximum. Effectivement, la police britannique reste sur le qui-vive en ce début de semaine. Les effectifs des forces de l'ordre sont renforcés pour le 6e jour consécutif. Keir Starmer tiendra à la mi-journée une réunion exceptionnelle avec ses ministres à Downing Street pour répondre aux violences du week-end. Policiers blessés, vous l'avez dit, hôtel accueillant des demandeurs d'asile attaqués, magasins pillés. Et chez une partie de la population, Charles, face aux dégradations du week-end, c'est aussi un peu l'exaspération ce matin. Je vous propose d'écouter cette habitante de Derby, c'est cette ville du centre de l'Angleterre, cette habitante voisine d'une bibliothèque qui a brûlé dimanche. C'est un prétexte pour la violence. Ce n'est ni légitime ni justifié. Les nazis brûlaient des livres, eux brûlent des bibliothèques. Je suis terriblement en colère. C'est très triste. Voilà, une société divisée, fracturée même, on peut dire, ce lundi matin au Royaume-Uni. Merci Sarah Menaille en direct de Londres pour Europe 1. Europe 1, il est 8h04. Les Jeux Olympiques maintenant, 44 médailles pour la délégation française, dont 12 en or et c'est déjà un record. Le précédent, à 43, c'était à Pékin en 2008. Il a été pulvérisé après 9 jours de compétition seulement. La France, actuelle 3e au classement général. Martin Lange, les tricolores tenteront de maintenir ce niveau cette semaine. Oui, avec 3 nouvelles médailles hier, 3 médailles de bronze pour le jeune pongiste Félix Lebrun, les fleurettistes et le relais 4x100 mètres 4 nages, emmené par le décathlonien des bassins Léon Marchand. Marchand qui remporte sa 5e médaille des Jeux, un exploit plus vu depuis un siècle pour un athlète tricolore. Mais derrière le prodige de la natation, c'est toute l'équipe de France qui performe. David Lappartient, le président du comité olympique français. Ce bilan, il est déjà exceptionnel. On a une équipe de France qui a gagné dès le début. Et il est fondamental dans des Jeux Olympiques de gagner dès le début pour savoir créer une dynamique. Nous sommes à ce matin 3e au tableau des médailles. Et donc notre ambition d'être dans les 5 premières nations au tableau des médailles, pour l'instant on le tient. La dynamique c'est capital pour mettre les athlètes en confiance, comme le confirme Gabriel Tual, recordman de France du 800 mètres qui entre en piste mercredi. Il y a des mecs qui devaient pas être là et en fait ils sont sur la boîte, franchement, mais let's go, pourquoi pas moi en fait. C'est dingue un petit peu ce qu'on fait là. La première semaine, moi j'étais là, mais qu'est-ce qui se passe ? Et on se rend compte que le home advantage, c'est vraiment quelque chose. C'est pas du bullshit en fait. Le home advantage, l'avantage d'être à domicile, c'est prouvé par les statistiques et ça s'explique entre un public qui pousse et des installations sportives sur lesquelles les athlètes ont déjà leurs habitudes. Et puis ce dimanche en tennis, Novak Djokovic a remporté le seul titre qui manquait à son palmarès. Le Serbe s'est imposé en finale face à l'Espagnol Carlos Alcaraz. Djoko a désormais tout gagné. Christopher Filock, il rentre désormais un peu plus dans l'histoire. Olympic champion Novak
Djokovic. Plus qu'une victoire sportive, c'est avant tout la victoire d'une légende vivante. La dernière pièce d'un puzzle inachevé, le dernier titre qu'il manquait à son palmarès. En devenant champion olympique, le Serbe de 37 ans est le joueur le plus âgé à remporter cette médaille. Il coche désormais toutes les cases après près de 20 ans au sommet du tennis mondial en remportant tous les grands trophées aux 4 coins du monde. De quoi entretenir un peu plus sa légende, lui qui n'avait jamais fait mieux que le bronze. C'était à Pékin en 2008. Un moment fort en émotion pour le Serbe qui n'avait pas encore remporté le moindre match face à un membre du top 10 cette année. Le bon jour au bon moment pour mettre fin à cette aberration. Le natif de Belgrade a exulté sur le court, rattrapé par les émotions, à genoux, tremblant au moment de savourer cette victoire qui l'attendait. Djokovic décroche la première médaille de l'été pour la Serbie qui ouvre son compteur. Il est le premier joueur à remporter l'or en simple messieurs sans perdre un set depuis le retour du tennis aux Jeux Olympiques en 1988. Christopher Filoc. Et puis pour être tout à fait complet sur ces JO, n'oubliez pas ce rendez-vous ce soir 21h en foot chez les hommes. La demi-finale France-Égypte. Les hommes de Thierry Henry tenteront de se qualifier. Les Jeux Olympiques sous l'angle politique cette fois. Emmanuel Macron et le gouvernement se félicitent de ce succès tricolore, de ces succès tricolores même. La gauche en revanche, elle semble, disons, plus discrète. La gauche et en particulier la France insoumise. Silence presque assourdissant, inhabituel, peut-être de l'indifférence même. Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1, certains y voient une forme de malaise face à cette première semaine olympique réussie. Oui, à quelques exceptions près, la gauche se distingue par sa très grande discrétion depuis 10 jours. Habituée à conflictualiser presque par automatisme le débat public, la France insoumise et ses alliés semblent en total décalage avec l'engouement populaire autour des Jeux. Le député LFI Arnaud Saint-Martin déplore une couverture chauviniste de l'événement. Mathilde Panot, de son côté, ne s'est exprimée le soir de la cérémonie d'ouverture que pour saluer la délégation palestinienne. Quant à Aymeric Caron, il multiplie, comme nombre de ses collègues, les tweets sur Gaza et déplore une France, je cite, trop occupée à compter les médailles. Mal à l'aise face à l'exaltation du sentiment national et au culte de la performance, LFI avait même lancé avant l'ouverture des Jeux une commission d'enquête populaire sur les JO, coupable selon le parti d'exacerber les dérives de la politique d'Emmanuel Macron. Les Insoumis y décrivaient un événement qui n'avait, je cite, plus rien à voir avec la cohésion et le plaisir du sport. Un constat qui semble se heurter de plein fouet à l'emballement des Français pour ces Olympiades. Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1. Et Rachida Dati, la ministre de la Culture, qui sera l'invitée d'Anthony Favali pour la grande interview Europe 1 CNews dans quelques instants. On aura peut-être l'occasion de nous dire ce qu'elle en pense. Et si c'était le moment, de renégocier votre emprunt immobilier? Question ce matin. Ouais. Question tout à fait à propos, en effet, car les taux continuent de baisser. 3,5% sur 20 ans en moyenne en juillet, contre 4,3% il y a 10 mois. Conclusion, Margot Faudéré, les récents événements politiques en France n'ont pas enrayé la baisse des taux. Il y a quelques semaines, rappelez-vous, beaucoup de Français craignaient que les taux immobiliers flambent à cause de l'incertitude liée à la dissolution de l'Assemblée. Il n'en est rien. Non seulement les taux ne sont pas repartis à la hausse, mais en plus, ils continuent de baisser, confirme Caroline Arnoux, la directrice générale du courtier en crédit CAFPI. Sur juillet, on a pu négocier des taux à 20 ans à 3,54 en moyenne, donc en baisse de 11 centièmes par rapport au mois précédent. Une majorité de taux maintenant très clairement en dessous de 4%. Donc une très bonne période pour les taux. Et ils devraient même continuer à baisser à la rentrée, de quoi permettre à certains Français de renégocier leur crédit pour obtenir des conditions plus avantageuses. Pour Maëlle Bernier, directrice de la communication de Meilleurs Taux, il faudra se tenir prêt dès les prochaines semaines. Si les taux continuent à baisser, effectivement, on arrive à des moyennes autour de 3,5, ceux qui ont re-signé au plus haut à l'automne 2023, ceux-là vont commencer à avoir intérêt à regarder. C'est à ce moment-là que les Français qui ont contracté un prêt au plus fort de la crise pourront faire une belle opération. Renégocier un crédit peut facilement faire économiser 25 000 € sur la totalité de l'emprunt. Margot Faudéré. Dans le journal de Charles Hulier. Merci Charles, à tout à l'heure. La météo des plages, Estelle Lafont. Quelle ambiance sur le sable et dans l'eau? Eh bien, à Barfleur, il fera 22 degrés, ressenti 27 cet après-midi. C'est plutôt ensoleillé avec une eau à 18, un petit peu frais quand même, et un indice UV de 7. Du côté de Brest, quelques nuages dans le ciel, mais ça n'entamera pas le courage de ceux qui voudront aller se baigner dans une eau à 17 degrés. Il fera 20 degrés dans l'air avec un indice UV seulement de 3. À Soulac, au niveau de l'estuaire de la Gironde, 25 degrés, ressenti 32. Un beau soleil, l'océan à peine plus frais que l'extérieur, 23 degrés dans l'eau et un indice UV de 8. Et puis si je vous emmène à la Ciotat pour terminer, Lionel, 31 degrés sous le parasol, 24 dans l'eau et puis un indice UV de 8.